On va parler ensemble d'un sujet majeur qui n'a encore pas été traité sur la chaîne, le futur de l'éducation. Comment on a fait pour manquer ça? On ne peut pas suffisamment accentuer l'importance de l'éducation dans le développement viable d'une société. Avoir une meilleure compréhension sur l'histoire, le fonctionnement des lois de la physique, la vie, l'économie, la santé, pour faire simple, une meilleure compréhension sur la réalité, eh bien ça permet de prendre de meilleures décisions. Et plus les citoyens sont éduqués, plus on observe une corrélation avec des signes de prospérité, bien-être et progrès. Il est aussi notable que l'éducation des femmes joue un grand rôle dans la stabilité démographique d'un pays. Pour toutes ces raisons, la croissance de l'éducation est un produit phare du progrès humain. Et comme pour tant d'autres dimensions du progrès, nous voyons un récit familier. Jusqu'au siècle des Lumières, presque tout le monde était à la ramasse. Puis quelques pays ont commencé à se retirer du peloton. Récemment, le reste du monde a rattrapé son retard. Bientôt, ce sera un acquis universel. Ce schéma montre qu'avant le XVIIe siècle, l'alphabétisation était le privilège d'une petite élite en Europe occidentale. Moins d'un huitième de la population. Et cela était vrai pour le monde dans son ensemble jusqu'au XIXe siècle. Le taux d'alphabétisation dans le monde a doublé au cours du XIXe siècle et quadruplé au cours du XXe pour atteindre environ 83% aujourd'hui. Et une grande partie des personnes analphabètes sont des seniors, ce qui signifie que les prochaines générations seront presque toutes lettrées à travers le globe. Une bonne chose pour l'humanité, mais à quoi ressemblera l'éducation dans le futur? L'année 2100 paraît être un futur lointain. Mais lorsque vous voyez un enfant de moins de 10 ans se balader dans la rue, dites-vous que cette petite personne va connaître le passage au 22e siècle si tout va bien. Le genre de truc qui me met une petite claque. Et personne ne sait à quoi ressemblera le monde. Au mieux, on peut faire des déductions logiques. Par exemple, il est raisonnable d'envisager que l'automatisation va rendre beaucoup d'activités obsolètes. Plutôt que de pleurer la perte de milliers d'emplois déshumanisants, nous devons voir cela comme une opportunité de libérer l'humanité de la nécessité de travailler pour survivre. Couplé au revenu de base universel par exemple, on peut percevoir une chance pour chaque individu de réaliser plus pleinement son potentiel personnel et dans la société. Mais pour en arriver là, il faudra réformer le système éducatif. Aujourd'hui, l'éducation n'est plus ou moins qu'un outil pour obtenir un emploi. Mais si les machines occupent 90% de la force de travail, qu'est-ce qu'on fait de l'école? Les premières années scolaires sont bien sûr essentielles pour l'apprentissage des bases comme lire, écrire, compter et collaborer socialement. Mais ensuite, on finit par apprendre une seule branche de connaissances et développer qu'un ensemble limité de compétences que l'on essaye de maîtriser au maximum afin de pouvoir en faire son métier. L'automatisation pourrait permettre à l'éducation de devenir bien plus que ça. Tout cela repose sur un système éducatif qui donne à chacun, enfant comme adulte, les outils, les connaissances et les compétences nécessaires pour contribuer et s'engager dans la société. Chacun de nous peut désormais tirer parti des technologies émergentes pour apprendre quoi que ce soit de n'importe où en ligne. Des moyens offerts par la technologie qui, quelques décennies plus tôt, n'étaient vus que dans la science-fiction. Accéder à des cours prestigieux des plus grandes universités sans même quitter sa chambre. Harvard, Yale, Cambridge et bien d'autres offrent des heures de formation et il est possible d'obtenir des diplômes sans même se rendre dans un campus universitaire. Se former sur des centaines de disciplines à une fraction des coûts universitaires, voire même dans certains cas pour pas un rond, des sites comme Brian.org, Skillshare ou Udemy proposent un immense catalogue de très haute qualité. Et c'est sans parler de tous les tutoriels YouTube sur presque n'importe quoi. En fait, Internet nous a donné accès à une quantité ahurissante d'informations. On pourrait dire qu'on a tous accès à l'ensemble du savoir collectif de l'humanité. Ce qui est incroyable quand on y pense. De quoi faire rêver les philosophes des Lumières. Sauf que ça ne suffit pas pour créer une utopie. L'information, c'est bien beau, encore faut-il savoir la comprendre et la trier. Comme le dit le physicien français Étienne Klein, dans les mêmes réseaux de communication circulent à la fois des croyances, des connaissances, des opinions, des commentaires et des fake news. Toutes ces choses ont des statuts cognitifs et factuels très différents, mais ils finissent par se mélanger. Si bien que lorsque l'on fait face à une connaissance, on se demande si ce n'est pas la croyance d'une communauté particulière. Et lorsqu'on rencontre une croyance, on se demande si elle ne cache pas en vérité une connaissance. Ça explique en partie pourquoi les théories du complot se propagent si bien sur les réseaux sociaux. Cette confusion est forcément nocive pour la bonne circulation des connaissances factuelles qui permettent à une société de s'épanouir. C'est comme si on utilisait le même tuyau pour recevoir à la fois de l'eau potable et les eaux usées. Ce serait bien si on avait un internet des fake news et un internet des connaissances, tout comme on a deux tuyaux différents pour l'eau propre et les eaux usées. Mais tant que ce ne sera pas le cas, il faut apprendre à chaque citoyen la pensée critique, les biais cognitifs et tous les obstacles qui s'opposent aux connaissances.
Au lieu de donner aux étudiants un menu de disciplines scolaires et universitaires, nous devons leur donner un menu de problèmes et de défis auxquels le monde est confronté. L'idée n'est plus de créer des travailleurs, comme selon les modèles des révolutions industrielles, mais des personnes capables de résoudre des problèmes. Afin d'orienter les futures générations à s'inscrire dans le courant de l'évolution technologique de nos sociétés, nous devons identifier quels sont les critères de réussite dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle. À savoir la pensée critique, la collaboration, la créativité, la communication, l'informatique, la numérisation du monde, la résilience, etc. De nombreux spécialistes en pédagogie affirment que les écoles devraient passer à l'enseignement des 4 C: pensée critique, communication, collaboration et créativité. Plus généralement, les écoles devraient minimiser l'importance des compétences techniques pour privilégier les compétences générales nécessaires dans la vie courante. Les plus importantes de toutes seront la capacité d'affronter le changement, d'apprendre à apprendre et de préserver notre équilibre mental dans des situations peu familières. L'arrivée de l'informatique a montré que la technologie peut très rapidement créer un fossé générationnel. De nombreuses personnes âgées ne savent pas utiliser un ordinateur, Internet ou un smartphone. Certains par choix, d'autres par peur d'apprendre quelque chose qui apparaît comme compliqué. On peut appeler ça un analphabétisme informatique. Le développement technologique entraîne donc l'apparition de nouvelles formes d'alphabétisation. Et il n'y a aucune raison de penser que les jeunes générations ne seront pas à leur tour affectées lorsque dans 50 ans, nous devrons apprendre à utiliser des interfaces cerveau-machine ou je ne sais quoi d'autre. Il est donc crucial d'enseigner la curiosité et les méthodologies d'apprentissage. Sinon, comment ne pas mentionner l'intelligence artificielle lorsque l'on parle du futur, tant elle va influencer tous les aspects de notre quotidien. Si on imagine une IA de type assistant personnel sur nos smartphones par exemple, plus ou moins comme un prolongement de Siri, Google Assistant ou Alexa, on peut envisager que cet assistant puisse devenir une sorte de tuteur optimisé sur les capacités de l'étudiant, capable de générer des programmes d'apprentissage sur mesure, de qualité et de façon ludique, basés non seulement sur les données de l'utilisateur, mais également sur une énorme base de données de la population en général, afin de savoir quelle méthodologie marche mieux que d'autres, etc. La réalité virtuelle et augmentée pourrait également être utilisée pour créer des environnements d'apprentissage enrichis qui sont plus captivants que n'importe quelle classe. De là à voir la disparition des classes d'école, pas sûr. Un environnement scolaire offre quand même de nombreux avantages, notamment sur la motivation d'apprendre et la collaboration. Par contre, ce qui pourrait disparaître, ce sont les examens standardisés à tous les élèves. Avoir des élèves qui ont une meilleure note que les autres, créer un effet pervers de comparaison en défaveur des élèves en difficulté. Il faudrait plutôt encourager un suivi personnalisé des élèves à travers une évaluation constante, semaine après semaine, et éviter les classements. Si nous nous basons sur les différents systèmes éducatifs dans le monde, nous pourrons alors sûrement découvrir les ingrédients mystérieux de la recette de l'éducation idéale. Le PISA, ou Programme international de suivi des acquis, vise justement à mesurer les performances de ces systèmes tout autour du monde, sur des exercices tels que la lecture, l'écriture, les mathématiques et les sciences. Selon les résultats de 2018, la France se place à la 26e position, tandis que la Belgique à la 20e. En haut du classement se trouvent l'Estonie en 5e place, Hong Kong en 4e, Macao, puis Singapour et enfin la Chine en première place. Macao et Hong Kong sont des territoires spéciaux chinois, mais ils ont été comptabilisés séparément. Nous les inclurons donc avec la Chine. Si nous observons les étudiants chinois, ce qui saute aux yeux est leur quantité de travail inimaginable pour nous autres occidentaux, laissant très peu de place aux loisirs ainsi qu'au développement personnel. Les durées des cours durent jusqu'à très tard, avec les heures d'études obligatoires. Les week-ends sont souvent consacrés eux aussi au travail. À Singapour règne aussi une concurrence féroce entre élèves. En 2018, plus d'1 milliard de dollars ont été dépensés pour payer des cours particuliers. Pour un pays de 5 millions de personnes, ce chiffre est très élevé. Si nous prenons par comparaison les chiffres français, le budget des cours particuliers sont estimés à 2 milliards de dollars, mais pour une population près de 12 fois plus nombreuse. La différence se fait particulièrement ressentir. Avec ces deux exemples, nous voyons que les résultats des élèves se montrent excellents, c'est indéniable. Mais leurs conditions de travail ne laissent pas indifférents et peu d'entre nous peuvent considérer cela comme idéal. Le cas de l'Estonie est aussi intéressant. Rappelons que le pays se trouve à la 5e place du classement. Il s'agit du pays d'Europe le mieux classé. Pourtant, il se trouve qu'il est aussi l'un des pays les plus pauvres de toute l'Union. Globalement, l'Estonie est un pays qui mise beaucoup sur le numérique, avec notamment une carte d'identité électronique qui permet à sa population de voter en ligne, de payer les impôts ou d'accéder aux transports en commun. Toutes ces mises en avant de la technologie ont permis de créer un environnement favorable aux étudiants. En effet, chaque établissement possède une forte autonomie dans sa manière de choisir les méthodes d'apprentissage. Avec la mise en place d'un réseau entre écoles, elles peuvent se comparer les unes aux autres pour adapter leur manière d'enseigner avec ce qui fonctionne ailleurs.
Ajoutons à cela une culture du travail très implémentée au sein de leur société et nous obtenons l'un des systèmes éducatifs les plus performants du monde. Une étude intéressante et presque incontournable sur l'éducation est celle de John Hattie. Il s'agit d'un chercheur qui a compilé une grande quantité d'autres recherches pour quantifier les facteurs qui permettent la réussite scolaire. Il les a classifiés pour essayer de définir ce qui permettait principalement de performer à l'école. Nous observons qu'un point d'honneur est mis sur la qualité du lieu de travail, calme et bien ordonné, que ce soit en classe ou à la maison. Les retours des professeurs ou de l'entourage se montrent aussi particulièrement encourageants, ce qui est logique quand on y pense. Quelqu'un de soutenu a plus de chances de persévérer dans ses efforts. Encore, les connaissances personnelles sont valorisées. Un élève qui s'est déjà intéressé à un sujet ou à un domaine se montrera forcément plus familier avec lui et prendra potentiellement plus de plaisir à aller l'explorer plus en profondeur. Pour revenir à ce que disait The Flares, l'arrivée de nouveaux outils numériques, de nouveaux vulgarisateurs sur les réseaux, favorise la découverte. Enfin, la collaboration est considérée par cette étude comme le principal moteur de la progression, que ce soit de la relation professeur à élève ou d'élèves entre eux. Le contact permet le partage de connaissances, et de voir différemment une contrainte posée pour y répondre plus rapidement. Conclusion, à plusieurs, on va souvent plus vite. Néanmoins, si nous pouvons apporter une critique à cette étude, et peut-être la minimisation de l'impact social dans tout cela. Regardons d'un peu plus près les statistiques, les connaissances personnelles. Le lieu de travail dépend beaucoup de la situation des parents, et un jeune défavorisé a moins de chances de réussir qu'un enfant de cadre. Donc le réel besoin est une mise en place d'une véritable égalité des chances. La clé d'une réussite générale de l'éducation se trouve tout autant dans le système éducatif que dans l'organisation de notre société. Comme vu précédemment, il y a un point d'honneur à mettre sur la collaboration. La mise en place de tutorats pourrait par exemple être quelque chose de très performant. Un élève se montre certes moins compétent qu'un professeur pour transmettre un savoir, mais permettra d'effectuer un suivi peut-être plus personnel d'un camarade. Et puis l'apprentissage à la vulgarisation, à synthétiser des idées pour permettre de les faire assimiler à quelqu'un d'autre est nécessaire dans la vie en société. L'organisation de davantage de débats serait aussi constructif, sur des thématiques générales, d'actualité, etc. Cela permettrait sûrement de sensibiliser un élève sur des sujets peu ou pas traités dans le contexte familial. Pour ce qui est de l'avenir lointain de l'éducation, si l'humanité voit la majorité de ses métiers pris en charge par les nouvelles technologies, il est clair que la manière dont nous considérerons l'école sera différente. Tout le monde ne sera pas obligé de s'engager dans une vocation, du moins de la manière dont on la connaît, et de subir la pression des examens. Cependant, on peut imaginer qu'il restera un socle commun, pour apprendre à maîtriser les bases de chaque matière, puis plus de libertés seront laissées. L'importance de la création prendra sans doute une autre dimension. Bref, cela laissera à chacun le choix de mener sa vie comme il le souhaite. Ou au contraire, nous pourrions penser que l'école prendrait plus de place dans nos vies, du moins que nous y passions plus longtemps s'il n'y a pas de métier derrière qui nous attend. Avec la venue d'augmentation du cerveau grâce à des prothèses neurales, l'apprentissage automatique par le biais d'un ordinateur est aussi imaginable, même si les avancées d'aujourd'hui n'y seront pas avant un moment. Pour conclure, l'éducation est l'un des points cruciaux du futur de l'humanité. Plus d'étudiants formés à un haut niveau amènera forcément à plus d'innovation dans les domaines scientifiques, amènera forcément à de meilleures réflexions sociales qui aboutiront à une hausse générale des niveaux de vie. Si le taux des personnes instruites augmente, le complotisme, les violences verront sûrement diminuer. Pour cela, nous avons besoin de meilleurs suivis personnels et de ne pas laisser de côté certaines personnes pour limiter le décrochage scolaire. L'éducation est décisive pour notre avenir, mais la manière dont nous la concevons à ce jour sera sûrement obsolète. Avec l'arrivée de technologies ou de nouvelles méthodes pédagogiques, il est sûr que des améliorations se feront, pour un bien-être commun et personnel.